Bonsoir et bienvenue pour le premier pod de l'année et même premier pod de la saison. Toujours plus loin dans le jeu m'en foutiste, il est temps de faire un point sur cette saison les gars avec 40% de matchs déjà joués. Pour ça, ils seront là avec moi ce soir. Nas, l'habituel, l'inérarable, l'éternel est là. Comment ça va? L'insubmersible. Salut Clem, salut Paul, salut à tous. Écoute, ça va impeccable. Paul, rookie de l'Équerre France, recruté pour réaliser la basse besogne pendant qu'on compte les billets. Mi-canadien, mi-nordiste, 100% fan de Dalton Dect. Comment ça va, Paul? Salut les mecs, ça va hyper bien. Bonne année à tous et bonne année à tous les auditeurs. J'imagine que tout le monde va bien, effectivement, puisqu'on est quand même troisième de la conférence Ouest. 22-11, dans le sillage de Luka Doncic, candidat MVP. Messieurs, est-ce qu'on est lancé vers le titre 2026? Oui ou non? Très bien, c'est Plutôt la non. fin de ce numéro. Un silence qui veut tout dire. Comment on pourrait résumer cette première partie de saison, les gars, avant d'embrayer sur la suite, voir si on peut être optimiste ou pas? En quelques mots, Paul, comment tu peux résumer cette trentaine de premiers matchs là? Début de saison sans LeBron blessé au dos. Donc du coup déjà on part pas avec le 5 de départ qui était projeté de base. Et puis des bonnes surprises parce que Lucas se blesse au doigt très rapidement. Et puis on a un groupe qui prend le relais, qui obtient des wins un peu inespérés dans le siège d'un Austin Reeves en mode All-Star All-NBA. Puis Lucas revient et puis on se met dans un bon rythme de croisière contre certes des équipes faibles, mais on fait les wins jusqu'à ce mois de décembre. On commence à rencontrer des vraies équipes et là ça commence à se casser la gueule et on commence à voir nos carences défensives. Et Nas, offensif aussi d'ailleurs. ouais, j'allais dire, Nas, t'as ce même sentiment de frustration où finalement t'as un bilan où t'es troisième, tu fais un super début de saison avec un calendrier qui est euh, assez difficile. Il n'est pas ultra compliqué, mais il est assez difficile. Et finalement, la partie la plus simple, elle est un peu déprimante. Ouais. Parce que c'est vrai que on arrive à plutôt pas trop mal faire respecter la hiérarchie d'un point de vue des matchs et du bilan, tout en ne gagnant pas forcément non plus. En fait, on n'explose pas non plus les plus petits adversaires. C'est des victoires qui parfois mettent un petit peu de temps à se dessiner. Alors que par contre, quand on mange des défaites, c'est des grosses défaites. Ce qui fait que même d'un point de vue de différentiel, on n'y est pas du tout. En tout cas, on n'a pas le différentiel de points encaissés, points marqués d'une équipe qui se veut prétendante pour la victoire finale. On Donc, est même l'une des rares équipes en négatif hein, en termes de net rating. Parmi les top teams de la ligue, on est la seule équipe en négatif qu'on a un moins 0,2 quoi. et oui, parce qu'on se mange des trempes contre les Mm. OKC, Boston, etc. Et que on compense pas nécessairement quand on gagne contre des équipes plus faibles. Donc, ouais. Non, non, Saison, exact. saison déprimante. En fait, saison excitante au début, forcément, parce que tu empiles les wins contre des équipes moindres et tu démarres avec un calendrier assez clément d'ailleurs. Et puis tu te rends vite compte que quand le niveau s'élève, on est loin, quoi. On est loin tactiquement, d'un point de vue du coach, donc collectivement, mais on est loin aussi individuellement. On se rend compte que le roster tel qu'il est construit actuellement, il a énormément de faiblesses, mais on va, je pense, dérouler tout ça pendant ce podcast. Avant Ouais, le dé... Pardon, vas-y vas-y. Paul. Non, non, ouais, complètement pour revenir sur ce que dit Nas, clairement, je sais qu'il y a certains fans qui se réjouissent parce qu'on est en 11-0 dans les fins de match serrés, mais quand tu regardes ces fins de match-là, on joue personne en face, quoi. Enfin, Hmm. c'est des équipes mid, voire nulles, et juste le prouve la dernière nuit, quoi. On galère à battre Memphis sans Jamorant, quoi. Ça donne un peu le niveau de l'équipe. C'est, voilà. Hmm. Ouais, et finalement, toutes les équipes qui sont un peu athlétiques dernièrement nous cassent vraiment la gueule. C'est-à-dire Ouais. que Ouais, bien Détroit, sûr. avec une bande de jeunes, Houston, avec tout ce qui est Arizona et compagnie légèrement grand, Phoenix, qui est vraiment dans notre tête, je pense, depuis le début de la saison, là. C'est vraiment des équipes qui nous mettent à mal et je crains qu'en playoff, ça passe pas. Mais bon, on n'y est pas encore. En début de saison, les limites étaient assez évidentes. C'était sur le plan défensif. On se disait même qu'on était bon, pas si loin. C'est-à-dire qu'on était à un ou deux éléments supplémentaires en défense pour pouvoir construire quelque chose. Est-ce que vous avez le même a priori aujourd'hui?
Ou est-ce que le niveau défensif affiché est tellement cataclysmique qu'il ne faut pas espérer quelque chose? Mais Paul, tu voulais en parler, on en avait discuté un petit Ouais, peu en off. Si tu veux démarrer. ouais, bah concrètement, j'ai longtemps cru qu'on était genre un Andrew Wiggins ou un Herb Jones de jouer quelque chose cette année. Et puis là, en fait, on est arrivé sur le mois de décembre sur des vraies équipes. Et en fait, au-delà de ça, il y a plein de choses qui vont pas. Et comme tu disais, la JJ Redick et son coaching, genre, au bout d'un moment, faut parler du starting line-up, quoi. Ça fait pas de sens, quoi. On est quand même les. Pour une équipe qui est en playoff, on a quand même le starting line-up, c'est-à-dire Luka, Austin, LeBron, Rui Ayton. Il a quand même un net rating de -16, quoi. Ouais, ouais, Oui. ouais. Ça, c'est vrai, j'avais vu Alors, passer la stat, c'est proprement dingue. C'est dingue. alors, Monsieur Nas, du coup, je me mets dans la peau de Jean-Jacques Bourdin. Quand il y avait une line-up Luka, Austin Reeves, DeAndre Ayton et Rui Hachimura, on faisait partie d'une défense plus que correcte. Est-ce que LeBron est un problème? Les Français veulent savoir, Monsieur Nas. Enfoiré. Non, bah, alors, le LeBron enfin, on sent clairement que là, Father Time commence vraiment à faire toc-toc et même à rentrer dans la maison, quoi. Euh, Finalement, de tout point de vue, au rebond, offensivement et forcément défensivement. Après, c'est pas une insulte que de le dire. Je le dis même pas forcément avec des pincettes, c'est une banalité de se dire qu'un joueur avec autant de mileage, comme diraient les Américains, que LeBron, aussi âgé, finissent par décliner de tout point de vue et à commencer défensivement. Après, c'est vrai qu'effectivement, le fait que LeBron s'en foute clairement en défense sur plusieurs possessions et que Luka aussi s'en fout et que Rui s'en fout aussi Exactement. et que Ayton parfois s'en fout aussi. En fait, c'est vrai que on se rend compte quand même qu'on a un effectif vraiment déséquilibré sur le côté, sur même ne serait-ce que l'énergie qu'il faut pouvoir amener en défense. C'est-à-dire que moi, parfois, il y a des moments où je me dis que Luka n'a pas besoin d'être un lockdown defender être, pour changer le visage de cette équipe. Il lui suffirait juste, entre guillemets, hein. Je parle de Luka Doncic, donc c'est un gros juste, mais de dive parfois un peu plus sur des ballons perdus, de mettre un peu plus d'énergie sur des balles un peu molles, etc., en défense, pour que derrière, tu puisses engranger une dynamique, une énergie qui va. Parce que la réalité, c'est que cette saison, le boss de l'équipe, c'est plus LeBron, c'est Luka. Et c'est lui qui doit aussi, quelque part, montrer l'exemple. Donc on peut charger LeBron tant qu'on veut, et c'est vrai qu'individuellement, il y a des séquences vidéo qui sont proprement scandaleuses, mais ça devra aussi passer par une énergie différente transmise par Luka qui est une énergie voilà, très enfin, nulle en défense et qui, en plus, en attaque, combiné à une attaque qui est le Luka Ball, qu'on apprend à découvrir petit à petit, Mhm. euh, qui ressemble un petit peu parfois au Harden Ball cette saison. On s'en rend compte un petit peu. Avec du coup des joueurs aussi moins impliqués en attaque et forcément moins, enfin, tout ça en fait crée un manque d'inertie en fait dans l'équipe avec une exécution sur demi-terrain en attaque qui est pas terrible, une exécution en attaque en défense pardon qui est pas terrible et du coup une équipe qui est mid quoi en fait tout simplement. Donc oui, LeBron est problématique mais il l'est pas beaucoup plus que Luka l'est en défense, ça c'est clair. Alors, juste en termes de stats sur People Index, Luka, Austin et LeBron se jouent à peu de choses près dans le même ranking en termes d'impact défensif. Ils sont autour du 30e percentile, c'est-à-dire qu'il y a 30% des joueurs de la NBA qui sont moins bons qu'eux. Le bon dernier de l'effectif, c'est Rui Hachimura. C'est-à-dire qu'il y a Bien sûr. 9,2% des Oui, oui. joueurs NBA qui sont moins impactants que lui en défense. Et effectivement, on est moins bon en défense depuis le retour de LeBron dans la line-up, mais parce que LeBron fait doublon avec Rui Hachimura et que Rui Hachimura est incapable de tenir une chaise. C'est On clairement. parlait tout à l'heure d'effort, pardon, excuse-moi, Paul. On parlait tout à l'heure d'effort et d'énergie. Il y a aussi une question de lecture et d'intelligence pour Rui Hachimura, mais au-delà de ça, effectivement, en termes d'effort, on est l'une des pires équipes en transition
en défense de transition, c'est-à-dire qu'on prend 1,19 points par possession de transition. Les derniers, c'est les Clippers, ils sont à 1,20. Pour vous dire qu'on est juste à côté, on est 25e pire défense sur transition, quoi. Des points C'est déjà gratos. un problème. La défense transition, d'ailleurs, était déjà un problème des Lakers. Toujours. Enfin, c'est un problème qu'on se Toujours. traîne depuis des années. Même à l'époque d'AD, on se souvient que même lui, des fois, il mettait pas mal de temps à revenir, ne serait-ce que d'un point de vue de l'eye test, quoi, en fait. Et c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un problème qui continue de nous suivre, quoi. Ouais. Paul, excuse-moi, je t'ai coupé tout à l'heure. Tu disais. Non, bah, clairement pour aller dans votre sens, là vous parliez des stops en transition. Bah, une des raisons pourquoi on a des problèmes en transition, c'est que déjà, bah, comme on a dit, on a une équipe qui traîne des pieds déjà juste avec le starting five. Et qu'au-delà de ça, je pense pas qu'on ait les qualités athlétiques aussi pour tenir les bestiaux qu'on a en face, quoi. Mais après, tout se recoupe. Tu vois, à un moment, tu parlais de Luka et l'exécution offensive, c'est-à-dire que le mec a un usage rate, je pense, inimaginable. Et en fait, là, en plus, dans les derniers matchs, il s'enferme sur son step by three. Ça termine sur un rebond long. Et là, mais c'est porte ouverte hein, pour l'équipe adverse. Au-delà Ouais. aussi des immenses pertes de balles. Et moi aussi, je voudrais embrayer sur quelque chose d'autre. À un moment, tu as dit un truc important qui est que LeBron, c'est plus le boss, c'est Luka le boss, certes. Mais moi, je maintiens que l'âme de cette équipe et le mec qui apporte un peu ce côté tough, etc., c'est Austin. C'est le seul mec qui, dans l'adversité, etc., est capable de, par 2-3 actions, et même un peu de se mettre les mains dans le cambouis en défense, de un peu ramener l'équipe. Et moi, je peux vous le dire ce que j'y étais. À Toronto, à un moment, le match il passe clairement pour les Raptors. Et c'est Austin qui commence à prendre tous les ballons, etc., alors que LeBron est sur le terrain. Et qui nous ramène dans le match, quoi. Offensivement, Austin, il en est capable, hein, ça c'est une certitude, il l'a prouvé à plein de moments. Maintenant, toujours est-il que défensivement, c'est pas lui qui va t'amener cette énergie défensive, qui va derrière galvaniser des Marcus Smart, des Ayton ou des Rui, etc. Je sais pas si Austin est la clé défensive de cette équipe. Mais offensivement, c'est vrai que tu as raison, il a envoyé vraiment du très 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 costaud cette saison. Tu as cité Marcus Smart, du coup, qui fait partie des recrues. On nous a posé la question d'évaluer un peu les recrues. Sur ce début de saison, c'est finalement un point positif. Je pense à Jack Laravia, je pense à Marcus Smart, même DeAndre Ayton, lorsqu'il est impliqué offensivement, quand on lui file la gonfle, il a tout de suite un peu plus envie de se sortir les doigts. Si le recrutement est bon et qu'on est toujours à ce bilan finalement un peu moyen, vers où il faut aller quoi, pour progresser? Bah, alors déjà, il va y avoir besoin de rééquilibrer un peu mieux cet effectif, d'un point de vue de l'athlète, comme vous le dites, d'un point de vue des lacunes athlétiques au global qui transparaît, pas que dans les stats, mais aussi d'un point de vue juste visuel, quoi. Enfin, on est dominé très très facilement quand une équipe quand une équipe joue fort en fait, quand une équipe défend à la limite, on va dire, de ce qui est acceptable avant que les arbitres sifflent les fautes. On a des joueurs qui réclament beaucoup de fautes qu'on leur donne pas. Et parce qu'aussi, cette énergie que va mettre une équipe et que l'autre ne va pas mettre, elle va forcément jouer en leur défaveur d'un point de vue de l'arbitrage. Je veux dire, et ça c'est valable dans à peu près tous les sports. Une équipe qui met plus d'intensité va, euh, quoi qu'il arrive, créer une frustration chez son adversaire qui en met moins, de par des décisions arbitrales qui parfois tombent pas forcément en notre faveur. Mais bon, pour revenir sur ta question, Clem, parce que j'ai un petit peu digressé, il va falloir rééquilibrer cette équipe. Et puis, mais on l'appelle de nos voeux depuis un petit moment, mais ramener du two-way player, voire ramener du très bon défenseur. On peut quand même donner un petit plus point bonus pour la Ravia, je sais pas ce que vous en pensez de sa saison. Euh, qui est finalement un peu fidèle à ce qu'on s'imaginait de lui, c'est-à-dire pas un lockdown defender, mais pas médiocre non plus. Et avec parfois enfin, un volume shooter, quoi. Un mec qui peut prendre feu, en fait, Et offensivement. tu parlais d'énergie, c'est vraiment typique, quoi. Mm. Il est vraiment dans un range de mecs qui se jette sur tous les ballons, qui va chercher des rebonds offensifs comme Vanderbilt et Marcus Smart.
Quand les deux sont sur le terrain, c'est totalement différent. À l'inverse, bon, quand t'as Dalton Connect et Rui Hachimura sur le parquet, tu vois, c'est pas le même niveau d'effort. Non. Et Non, clair. c'est finalement, on s'en est bien sorti quand ils étaient dans le 5. Et beaucoup se posent la question, on se cherche un leader offensif sur le banc. Est-ce que la solution, en attendant un potentiel trade, c'est pas Rui Hachimura qui file sur le banc pour laisser la place à l'un des deux sur le parquet dans le 5? Ouais, de toute façon, la question de Rui Hachimura qui sort du 5 pour quelqu'un, on la pose depuis un bon moment. C'est même pas la première saison hein, depuis laquelle on la pose. Et ça n'a pas l'air de vouloir venir pour une raison que j'ignore non, que j'ignore pas, parce que c'est vrai que Rui a très 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 bonne presse en- aux Lakers, au sein même de l'organisation. Et d'ailleurs, il fait tout pour l'entretenir. On en a déjà parlé dans le podcast, en faisant ses signes de LA avec ses doigts sur chaque photo avant de monter dans un avion, ce genre de truc. Donc c'est vrai qu'effectivement, on aimerait voir des changements dans ce 5 de départ, mais on peine à voir Rui en sortir autrement que par des absences pour blessure, quoi. Paul, tu en parlais du coup hors antenne. Ta solution pour toi, c'était de mettre Marcus Smart dans le 5? Ouais, clairement, parce qu'en gros, bah, OK, Smart, en termes de shoot et cetera, c'est complètement à l'opposé de Rui, mais tout ce que Rui n'a pas, Smart l'a. Lui, pour le coup, il se jette sur chaque ballon, il apporte, l'énergie, je le vois même bouger ses coéquipiers et Marcus, lorsqu'il est sur le terrain, c'est quand même un net rating de +5 et les meilleurs 5 que l'on a en termes de défensif sur quand même un certain nombre de possessions, c'est avec Marcus dans le 5 et pour moi, ça fait complètement sens, de l'introduire, avec, donc, Ayton en pivot et tu mets LeBron en 4, avec LeBron en 4 qui sera à mon avis aussi plus à l'aise et tu envoies Marcus sur le meilleur ailier ou le meilleur extérieur adverse et après tu pries un peu quoi. Et je suis d'accord avec toi que Jack Laravia pour 6 millions l'année là sur 2 ans, et lui il n'a pas de player option donc il sera là aussi à 6 millions l'année prochaine. C'est clairement le mec à qui il faut donner le plus de minutes en sortie de banc et même devant Rui parce qu'on parlait de Rui en termes de leader offensif. Rui c'est pas le mec qui va rentrer, qui va prendre la balle et te mettre des shoots quoi. C'est vraiment le mec en fin de possession qui arrive pour finir. Et je suis pas sûr qu'il ait ça en lui. Et au-delà de ça, quand on disait qu'il fait tout pour bien se voir, je suis complètement d'accord. Et en fait, pourquoi Rui n'est pas en sortie de banc, même si tout le monde sait que les stats montrent qu'il devrait l'être, c'est aussi parce qu'il a été rapporté que en fait, Rui il va être titulaire et que genre apparemment, si monsieur n'est pas titulaire, il fera un peu la moue quoi. Donc ça me donne aussi un peu le genre de joueur qu'on a dans l'effectif. Je regardais, Rui sort une saison assez exceptionnelle en termes d'efficacité au tir. 3 points à Comme la mi-distance. saison dernière d'ailleurs, mais comme la saison Ouais. dernière. La Mais saison d'avant aussi. Enfin, au shoot, depuis qu'il est aux Lakers, C'est un euh, spécialiste. c'est monumental. Hein. C'est mm, monumental là, depuis 2023-2024, ce qu'il propose en mm, termes d'efficacité. mais là où il a tendance à flancher, et effectivement dans ce rôle de 6e homme où il aura peut-être plus des ballons en fin de possession et il devra créer pour lui, ouais, en termes de drive et de points dans la peinture, on est en deçà de ses standards cette année. En termes de finition au cercle, par exemple. Mm. Tu vois, il va créer un peu moins de. Il est un peu moins bon à la finition que les années précédentes, quoi. Même s'il a un bon pourcentage au cercle, tu vois, il y a plus de difficultés, des tirs compliqués qu'il pouvait aller chercher dans la peinture, un peu au physique et tout. Alors, c'est que le début de saison, peut-être que le jeu de JJ Redick veut ça, euh, avec nos systèmes qu'on utilise une fois sur 25, mais ouais, Oui, avoir parce ça qu'on 6e homme, ça le marche mieux. oui, parce qu'on peut aussi, faudra peut-être aussi qu'on fasse un point sur JJ Redick aussi, parce que il a été prolongé par les Lakers au sortir d'un exit first round où mais il se fait défoncer par Chris Finch. Et pour l'instant, peut-être que le bilan comptable, vraiment purement comptable, joue en sa faveur, comme on l'a dit, parce qu'on a aussi eu un calendrier assez clément et puis qu'on a quand même des joueurs, quoi. Enfin, même si on a des absents ici et là, depuis le début de la saison, t'as quand même assez souvent soit Luka Doncic, soit LeBron, soit Reeves, soit les trois, ou soit deux des trois. Et c'est vrai que moi, cette saison de JJ Redick me déçoit.
elle me déçoit d'un point de vue tactique parce que on se rend compte que quand il est arrivé, on était assez hypé parce qu'on avait une image d'un joueur, on va dire, d'une nouvelle génération de coachs qui euh, regardait, qui scrutait la vidéo, les statistiques avancées et qui avait un sens du ballon qu'on pouvait parfois écouter dans ses différentes interventions à la télé, etc. Et en fait, on se rend compte que finalement, toute cette tactique, elle n'est pas mise en place. Est-ce que c'est lié que par lui ou est-ce que c'est aussi, pas c'est aussi lié au fait qu'il a des assistants coach qui sont pas aussi qualitatifs que ce qu'on a pu avoir dans le passé, notamment à l'époque de Darwinham. Peut-être que c'est un mélange de tout ça, mais ne serait-ce que sur le fait de mener ses hommes, JJ Redick, je trouve qu'il échoue sa mission pour l'instant. Il n'arrive pas à coacher Luka Doncic, il n'arrive pas à coacher LeBron. À partir de là, c'est compliqué d'espérer, d'avoir des très hautes espérances. Parce que si tu regardes de l'autre côté, un Chris Finch, il arrive à coacher Anthony Edwards. Je veux dire, Anthony Edwards rentre dans le rang. C'est une superstar, autant que Luka Doncic. Mais il va faire ses deux, trois phrases de temps en temps dans les médias, mais il rentre dans le rang. Et c'est vrai que il s'entend avec ses coéquipiers. Et c'est vrai que, par exemple, nous, sur le parquet, il y a un sujet que j'aimerais bien qu'on discute, c'est la relation entre Luka et LeBron, qui pour moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'elle est nulle et qu'elle est mauvaise. J'irais juste que justement elle est nulle, elle est zéro quoi. En fait, il n'y a pas de relation entre les deux. Là, on avait l'habitude de voir LeBron et Iggy. Bon, après, ils étaient meilleurs amis, donc ça joue. Toujours se parler sur le parquet, se parler sur le banc, etc. On a quand même l'impression que LeBron et Doncic, la mayonnaise ne prend pas euh, tactiquement, mais elle ne prend pas aussi individuellement, enfin personnellement, entre les deux hommes. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que le problème viendrait pas aussi du fait que AD est peut-être un des meilleurs lieutenants pardon, all-time et qu'en fait avoir deux mâles alpha dans le même vestiaire, dont un qui est clairement sur le déclin, c'est pour ça qu'on donne l'équipe à Luka, c'est compliqué et je pense aussi que LeBron il a du mal à se dire que c'est plus son équipe, même s'il le dit oralement aux médias, je pense que pour lui c'est compliqué, ça peut se comprendre aussi, parce que tout a toujours été construit autour de lui depuis plus de 20 ans maintenant. Et c'était sorti aussi dans les médias cet été que par Rich Paul, etc. et tout, que LeBron avait mal pris de pas être trop appelé par les Lakers, etc. Et qu'il ne s'était pas senti au centre de l'action. Et que tout à l'inverse, nous, on fêtait en grande pompe, et c'est bien normal, la prolongation de Luka. Parce que certes, trade incroyable, mais fallait aussi prolongation derrière pour valider le fait qu'on allait pouvoir profiter de Luka et de son prime, même si je sais, Nas, que t'es pas forcément d'accord avec ça. Et que je pense que tous les deux, ça pourra pas marcher. C'est pour ça que plus tard, peut-être dans le podcast, on parlera de LeBron et comment on imagine la suite de la saison et la prochaine ou non avec lui. Nas, t'as quelque chose à rajouter ou on passe sur les potentielles solutions sur cette fin de saison pour Non, échapper à mais une potentielle. Vas-y. c'est vrai que, ben, bon, avant de passer à ça, ouais, c'est vrai que je déplore quand même qu'on ait deux joueurs avec un. Enfin, je pense qu'on a rarement réuni un duo de joueurs avec un QI basket offensif, disons, aussi élevé. Et c'est quand même assez triste que ces deux joueurs n'aient pas créé d'alchimie euh, sur le parquet. Ça, c'est en partie quand même. Enfin, il faut l'imputer à JJ Redick et à son staff. Euh, Parce que c'est vrai que voilà, la saison dernière, on se disait, bon, les deux, ils apprennent à se connaître, c'est normal qu'ils jouent pas trop ensemble. Mais c'est vrai que, en fait, on se rend compte que la relation est zéro. Est-ce que c'est aussi un vœu pieux parce que leurs jeux ne sont pas compatibles? Peut-être, c'est peut-être aussi ça. En tout cas, voilà, il y a quand même beaucoup de questions par rapport à ça. Mais je te laisse embrayer si tu veux pour essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus positif sur de l'ouverture, sur ce qu'on pourrait faire de mieux éventuellement. Ouais, t'as parlé du coaching, on a parlé aussi des fragilités défensives, vous l'avez souligné tout à l'heure, peut-être un ou deux renforts. Est-ce que un ou deux renforts suffiraient à rendre cette équipe un minimum crédible, ou du moins espérer passer peut-être un tour ou ce genre de choses, ou ça paraît compliqué là en l'état actuel des choses?
Enfin, je peux commencer en te reposant la question, qui sont cette une ou deux personnes et avec quels assets tu les fais venir? Mm. Parce que si tu me dis demain, tu arrives à monter un trade pour faire venir Herb Jones et t'en montes un deuxième pour faire venir Wiggins. Si tu nous donnes Herb Jones et Wiggins et que tu les mets dans le 5 de départ et que t'as plus Rui, etc. Oui, il n'y avait pas de souci. Je te dis, on file vers le titre, hein. Si tu mets Herb Jones et Wiggins dans le 5 de départ avec Luka Reeves, éventuellement un pivot ou LeBron, etc. Évidemment, on fonce quoi. Mais Avec quid un de peu ce que set, on est un peu limité. Bah, on n'a pas les assets, quoi. Ou Ah, voilà, c'est limite, quoi. vide On tes poches, aura limite un. reste dedans, quoi. Est-ce que tu peux déjà ne serait-ce que faire venir Herb Jones? Je suis même pas sûr qu'on ait assez pour le faire venir aujourd'hui. Ça parle quand même de deux first round picks, de ce que je peux comprendre de dernière En nouvelle. termes de faisabilité, parmi les deux options que tu as citées, la plus faisable, et encore, parce que Miami avait déjà des espérances et un peu élevées cet été, c'est Andrew Wiggins, Oui, qu'on ouais. verrait un rôle de Mm. free and D sur les ailes. Mais on rappelle le prix qu'ils fixaient eux, c'était Dalton Connect, Rui Hachimura et un first pick. Mm. Andrew Ouais. Wiggins est en fin de contrat cet été, agent libre non restreint, pourra signer où il le veut aussi. Ouais. À voir si le prix baisse en fonction de sa saison, en fonction de l'avancée dans le temps par rapport à cette fin de saison ou pas. Mais Mm. Il a pas une player option, Andrew Wiggins, cet été? il a une player option. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va l'activer Euh, après, remarque vu sa saison un peu Moi, en dans mes mi-teinte. rêves, je sais pas, enfin, dans mes rêves, en fait, je pense que C'est- Herb Jones, c'est mort. Parce que Pardon, juste de. t'interrompre Vas-y, pour vas-y. 2 secondes. Tu parlais de Rui et unrestricted free agent cet été aussi. Euh, donc lui aussi C'est techniquement, ça. il pourrait, il pourrait ne pas re-signer à Miami, quoi. Au final, ce que tu Ouais. donnes pour Wiggins, c'est Dalton Dalton. Connect et un first. Bon, moi je pleurerais pas le départ de Dalton Knet, hein, je vous dis franchement, Clairement pas. je suis pas très capable je suis pas capable de vous dire quelle est sa valeur et est-ce qu'elle est si élevée que ça. Je pense que à l'époque où on a eu ce trade pour Williams, Mark Williams, qui d'ailleurs aujourd'hui prend sa vengeance personnelle vu qu'il est aux Suns et que les Suns ont pris le kiff de nous piétiner cette saison. Je pense que c'est le mieux qu'on puisse obtenir pour lui. C'est ce trade que Pelinka a fini par annuler. Je sais pas si on arrivera à refourguer Knecht contre quelque chose de très solide un jour, quoi. Mais bref, pardon, Paul, excuse-moi, je t'ai Ou interrompu. alors on ajoute un pic. Ouais, Mm. voilà. Mais du coup, pour dire, je pense que Herb Jones, c'est mort. En tout cas, pas avant cet été, parce que là, on n'a qu'un seul pic. Et je pense vraiment qu'ils vont pas descendre sous les deux pics, parce que d'autres équipes sont capables de les mettre. Wiggins, je pense c'est possible. Ça aurait été plus simple si le hit avait bottom, etc. Mais vu qu'à l'Est, il n'y a personne, bah, dès que tu sais un peu jouer au basket, t'es vite fait en playoff, quoi. Mais non, après, le seul truc qui pourrait venir nous sauver pour Wiggins, c'est qu'en fait, ils se mettent pas d'accord avec le hit, etc. Et qu'ils aient peur de le perdre contre rien, et qu'en fait, ils prennent pas sa PO, et qu'ils disent qu'il va pas prendre sa PO, alors qu'en fait, ils viennent chez nous et qu'on se mette d'accord, et qu'on le fasse signer un contrat plus long terme, et qu'ils prennent pas sa player option, du genre, je sais pas, ça coûte combien Wiggins pour vous par saison? Moi, je pense que titulaire aujourd'hui en NBA, free and D sur les ailes comme ça, etc., c'est du 25-30 millions l'année, hein. Un truc comme ça. Le tarif actuel qu'il a, il est à 28 millions cette année, C'est ça, 30 hein. millions l'année prochaine, c'est 18% du cap. Je pense que c'est C'est. 90 sur 3, je pense, Wiggins. Ouais. Mais Sachant c'est qu'il aura 32 après, mais. Ouais. Et en plus de ça, tu parlais de Rui. Euh, bon, voilà, ok, Rui, spécialiste du shoot, etc., super. Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour construire ton effectif autour de Luka et Austin? Parce que aussi, je pense qu'on va bientôt parler de Austin qui va aussi être free agent malgré sa player option, parce qu'on se doute bien qu'il va pas la prendre parce qu'elle doit être à 13-14 millions, ce qui reflète pas du tout son niveau. Mais je suis pas sûr que c'est le type de forward que tu veux pour allier à ces deux-là. Et pareil au niveau du prix, moi je leur signe pas pour 17-18 millions l'année. Moi je trouve que c'est trop personnellement. Les autres cibles, alors qui ont été brièvement
plus directement évoqué, il y avait Ayo Dosunmu des Bulls, qui est lui aussi en fin de contrat. C'est pas un profil de wingstopper, de joueur capable de défendre sur les lits dominants adverses, mais plus un profil de défenseur sur le meneur, comme peut l'être Gabe Vincent. Ayo Sunu, du coup, qui peut défendre et qui peut jouer, qui peut écarter le jeu, mais là c'est pareil, tu vas devoir cracher un premier tour. Et là, ce que je vois, c'est que toujours pareil d'après Evan Sideri, donc c'est pas forcément la source la plus fiable du monde, mais il reparle de Keon Ellis des Kings, et la demande de Sacramento, c'est un premier tour pour Keon Ellis. Ah, mais là, tout de suite, ça fait moins rêver, hein, quand les noms que tu commences. Mais disons que Quand tu passes de voilà, la c'est comme tu disais tout à l'heure, si tu prends Andrew Wiggins et que tu arrives à récupérer Ayo Dosunmu à la place de Gabe Vincent en balançant deux swaps, trois photos du titre et un maillot dédicacé de Kobe, let's go quoi. Mais effectivement, un seul deal, ça paraît vraiment très short pour pouvoir passer un tour en NBA cette année. Et après, enfin, et c'est toujours un peu cette question, c'est est-ce que ça vaut, est-ce que tu as envie, quand tu vois la dynamique de ton roster avec un LeBron qui est comme il est à l'heure actuelle, de finalement te jeter un petit peu sur la trade deadline et de devoir tout envoyer dès maintenant pour espérer faire un run maintenant. C'est Il y a aussi un une truc question. qui a été réapparu, C'est une question d'ailleurs assez terrible qu'on se pose toutes les saisons depuis un petit moment maintenant. C'est dommage qu'on continue. et la question que Pelinka, ou du moins la stratégie que Pelinka a chaque année de repousser à l'année prochaine l'utilisation de ses assets. La question qui se posait aussi, je sais on en avait discuté sur la conversation ensemble sur le groupe au moment euh, de la blessure de notre futur pivot, celui du Jazz. Et la question c'était est-ce que cette saison, si cette saison elle est totalement ou comment dire, t'as pas d'espérance en février de pouvoir se renforcer suffisamment ton effectif pour pouvoir jouer quelque chose cette saison. Est-ce que tes assets ou les peu d'assets que tu les utilises pas pour créer ton avenir, créer ton équipe autour de Lucas et potentiellement Austin Reeves? Ouais, tu vois, là tout de suite, tu poses la question, et déjà, le début de réponse est dans la question, c'est-à-dire que, est-ce que tu gardes Austin Reeves même, en fait? Parce que, c'est- pour moi, il faut que tu aies quand même une idée de ce que tu veux faire sur du long terme pour commencer à construire. Moi, je pense que ma certitude par rapport à tout ça, c'est que de toute façon, tu construiras jamais un effectif aussi, on va dire, complet, qui peut tenir plusieurs saisons, même en swappant certains joueurs, comme a pu l'être les Nuggets de Jokic, par exemple. Les Nuggets de Jokic, ça fait plusieurs saisons qu'ils ont un effectif qui bouge. Une saison, tu as KCP, une saison, tu as, je ne sais plus comment il s'appelle, le mec justement qui a pris un gros salaire, qui a fini par partir, qui a pris un gros salaire, l'arrière assez Bruce physique là. Brown. Ouais, Mousse. Merci, Bruce Brown. Donc, tu vois, une saison, tu as KCP, l'autre saison, tu as Bruce Brown. Ce que je veux dire par là, c'est que pour construire un socle périn qui va tenir plusieurs saisons, ça se fait pas en une transfer window en fait. C'est quelque chose qu'il faut commencer à faire dès maintenant. Et pour avoir un effectif, on va dire, qui sera vraiment cohérent et costaud autour de Luka, ça va prendre 3 ou 4 trade windows. Donc de toute façon, euh, plus tard tu commences, plus du retard tu vas prendre, quoi. Je parle comme maître Yoda, mais bref, je me comprends. Et donc, moi, ma certitude, c'est que quoi qu'il arrive, il faut commencer à faire des moves. T'as pas besoin forcément de faire des gros moves tout de suite, de panique, pour essayer de sauver une saison que de toute façon tu pourras pas sauver. Mais effectivement, il faut commencer quelque part et à voir, là, de ce point de vue-là, vers qui on peut aller, quoi. Tu as évoqué, tu as dit peut-être laisser partir Austin Reeves. Ouais, question qu'on On peut est se en poser. juillet, la saison s'est terminée, on attaque la free agency, ou du moins la free agency va s'ouvrir. Tu es general manager des Lakers, donc tu n'es plus Rob Pelinka, tu t'es fait licencier comme un malpropre et c'est mérité. Exactement. Qu'est-ce que tu prends comme décision par rapport à Austin Reeves? Tu le laisses vraiment partir ou est-ce que tu réfléchis en termes de finances et d'assets et tu te dis, ben, tant pis, je lui file son contrat, j'arriverai à en retirer quelque chose plus tard?
parce qu'on se souvient que c'était aussi à une échelle moindre, hein, mais on avait pointé du doigt le fait de laisser partir plusieurs années consécutives des joueurs sans en récupérer une contrepartie. Oui, c'est vrai. Alex Caruso, on l'avait laissé filer à Chicago pour 6 millions l'année, rappelons-le. Euh, on l'a laissé Parce qu'on filer sans rien. Dennis Schroeder qui avait refusé 21 millions la saison, mais tu vois, tu le laisses quand même filer sans rien et tu n'arrives pas à obtenir un minimum de ça. Au contraire, tu vois, les Warriors avaient toujours réussi à retirer un truc de Kevin Durant qui part, de D'Angelo Russell, ils récupèrent toujours un second pick à la con, un truc comme ça, mais ou une trade exception qu'ils vont utiliser plus tard, tu récupères quand même quelque chose. Mm. Est-ce que du coup, Austin Reeves, avec la valeur aujourd'hui, sa valeur aujourd'hui, vu qu'il est en fin de contrat et qu'il peut signer n'importe où, elle est bien moins élevée que ce qu'il nous apporte actuellement sur le terrain? Pour Oui, moi, c'est c'est un peu ça. impossible de le trader d'ici la fin de la saison parce que tu n'arriveras pas à avoir un package qui équivaut à son niveau sportif et ce qu'il nous apporte par rapport à son basket. Euh, du coup, tu peux pas les changer d'ici la fin de la saison. Si jamais tu veux en retirer quelque chose ou si jamais tu veux construire ton futur avec lui et Luka Doncic, je vois pas comment tu peux sortir de cette free agency sans avoir signé Austin Reeves ou lui avoir proposé ce qu'il voulait comme salaire, quoi. Mm. Bah ouais, clairement, je pense que je suis d'accord avec toi et que au-delà de ça, euh, en fait, ouais, être très clair, moi je pars du principe que tu es obligé de leur signer en fait. Parce que, comme tu as dit, là, limite, sa plus faible valeur, c'est en ce moment. C'est quand même un mec qui, à côté de Luka et de son usage rate de malade mental, arrive quand même à te mettre 26 points, 5 rebonds, 6 passes, 50% au tir, 37% à 3 points sur 7,4 tentatives, quoi. Mm. Et le mec va te chercher 8 lancers par match. Donc c'est pas rien, mine de rien. Et en plus de ça, si je peux reprendre un peu les modèles qu'a connu Luka dans sa carrière, Luka plus un autre arrière ou meneur arrière offensif à ses côtés, style Bronson ou Kyrie, mais moi je place quand même Kyrie au-dessus de Luka et Bronson est aussi devenu pour moi. Pardon, je me place Kyrie au-dessus de Austin. Moi je pense que commencer par reprendre le même modèle qu'a fait Dallas, c'est-à-dire Luka plus un fort corps extérieur, et de blinder ça ensuite avec que des mecs très athlétiques, très défensifs, mais capables aussi d'entrer les 3 points sur les forwards, je pense que c'est la première chose à faire et sur quoi on tend à aller soit maintenant à la trade deadline ou cet été. Et d'ailleurs, ça n'empêche rien du coup d'aller chercher un Wiggins ou un Herb Jones comme on a dit, parce que pour moi ça rentre justement dans ce modèle-là. Ouais. Oui, oui. Après, On Herb est Jones, tous en raccord sur ça, du coup. Enfin, Nas, c'était un peu ton même point de vue. Enfin, je veux dire, tu le laisses filer Austin ou toi ou pas? ah non, non, je le laisse pas, je le laisse pas filer. Parce que, en fait, il a aucune valeur aujourd'hui. Voilà, tu l'as très bien présenté tout à l'heure, en fait. Euh, c'est- il a une valeur très très basse pour un mec qui est beaucoup trop important pour nous d'un point de vue de notre basket. Donc non, non, moi si je suis un GM, je le prolonge et il va prendre un max contract ou quelque chose de pas très très loin de ça parce qu'il le mérite, hein. Il joue juste un basket incontournable quoi en fait. Donc non, non, il faut le garder. Il est pas vieux forcément, il a que 27 ans entre guillemets. Donc c'est un joueur, tu vas le prolonger 4-5 ans avec un haut salaire. Tu arriveras toujours à le ressortir si jamais tu décides de changer d'avis. Tu arriveras toujours à le ressortir et à en retirer quelque chose. Austin Reeves n'aura jamais une valeur négative, à moins que vraiment tu fasses une Bradley Beal avec une no trade clause, enfin que tu fasses un peu n'importe quoi. Euh, voilà, Austin Reeves sera toujours une asset positive pour les Lakers. Simplement aujourd'hui, c'est une asset très faiblement positive. Après, est-ce que je me lancerai là tout de suite dans me dire j'ai envie de recréer le paradigme Luka Kyrie, Luka Bronson avec Reeves? Moi, je dis pourquoi pas, mais pour ça, il faut aussi faire venir de la qualité à la draft, parce que les Mavs sont tombés sur Derek Lively. Enfin, voilà.
Nous, on a moins de latitude par rapport à la draft que ce qu'avaient les Mavs à l'époque, moins de latitude par rapport aux assets non plus. Donc, faut voir ce que ça veut dire, quoi, entourer Austin et Luka sur le futur. Moi, enfin, toujours est-il que si tu fais euh, Herb Jones, j'y crois pas trop, mais si tu fais Wiggins, tu sais que tu auras la saison prochaine, que tu auras Wiggins et Laravia, déjà, qui sont deux joueurs qui fit, on va dire, cette espèce de paradigme dont on est en train de parler. Ayton aussi, d'ailleurs, si je dis pas de conneries. Donc, oui, il faut garder Austin Reeves. Et vous pensez lui donner combien, l'ami Austin, en termes de prix, sur 4, 5 ans? Ouais, moi, je lui donnerais ce qu'il demande, hein, en fait. Je pense pas que les Lakers aient les leviers pour négocier son salaire, en fait. Quoi qu'il arrive, s'il veut avoir un excellent salaire, il y aura plein de franchises qui seront ravies de le lui donner. Même pas forcément des franchises qui ne jouent rien, entre guillemets, hein. Il y a des franchises compétitives qui seraient prêtes à lui donner du salaire, je pense. Je Là, sais pas là, je trop regardais la quelle liste équipe des a du free cap. agents. Là, je regardais la liste des free agents pour l'année prochaine. Par exemple, à l'heure actuelle, Zach LaVine touche 43 millions d'années. Tu vois, et c'était un contrat signé avant, enfin, qui suit un peu l'augmentation des salaires, quoi. En début de saison, on se posait quand même la question. Il y en a qui posent la question si 25 millions c'était pas trop pour Austin Reeves, il va aller en chercher 15 millions de plus facile. Juste début Ouais, de saison, c'est dans ce range-là. Faut pas rêver qu'il va prendre 40 millions facile, et si ce n'est plus. Pour répondre à ta question en termes de cap disponible, là, comme ça, je vois les Nets. On sait que les Nets étaient intéressés. Il me semble que c'est toujours la même chose, où ils ont toujours ils ont déjà du cap disponible cette saison, si tu veux, mais l'an prochain, ils en auront encore plus. Et après, faudra voir, parce que tu as toujours des contrats, toutes les options, les cap hold et ce genre de choses qui vont sauter, mais tu auras Utah qui sera dans le truc. Maintenant, est-ce qu'Austin va accepter d'aller dans ces franchises-là? Je sais pas. Mais les deux franchises qui auront pas mal de cap pour payer des joueurs, ça va être Brooklyn et le Jazz. Pour moi, c'est ça notre levier, justement. C'est le fait de lui dire qu'en fait, pour moi, en vrai, je suis d'accord avec toi, Nas. En vrai, il n'a pas trop d'arguments. Mais j'espère juste qu'il a pas demandé le max, parce que pour moi, c'est pas un joueur max. Mais effectivement, là, tu parlais de Zach LaVine. Moi, le 160, 170 millions sur 4 ans, j'ai pas de souci avec ça. Mais j'espère juste qu'il a pas demandé plus. Et le fait de lui dire qu'en fait, ici, tu as ce salaire-là, que tout le monde ne peut pas te donner de par les contrats qui sont déjà, et qu'en vrai, tu es à côté de Luka, donc tu es quand même un minimum compétitif, quoi. Lui dit ne pas vouloir aller chercher le contrat de sa carrière et compagnie, mais veut un minimum de reconnaissance, quoi. Tu lui proposes 15 millions, il va dire non, quoi. Oui, bien mais il sûr. a déjà dit non, Pardon? d'ailleurs. Il a déjà dit non, en fait. On lui a déjà proposé On lui a déjà un- dit Moi, en c'est le début de max. saison, et après il s'est justifié en disant que il ira pas chercher. Enfin, le but d'Austin, c'était pas d'aller chercher le contrat max qui le mettrait à l'abri et tout, mais il estimait valoir plus que ce que les Lakers pouvaient proposer, hein. Attention, Oui, c'est ça. c'est pas une offre à la baisse que les Lakers ont fait. Les Lakers, à ce moment-là de la saison, ne pouvaient proposer que ce montant-là. Oui, oui, bien Et sûr, bien Austin sûr. Reeves a brusquement décliné, et en se donnant rendez-vous l'été d'après pour renégocier ça, quoi. Ouais. L'offre, là, je l'ai sous les yeux. C'était 89 millions de dollars sur 4 ans. Ouais. Donc t'es à 22 millions et demi, 22 Ouais, millions, donc 22 il millions vaut et le demi la double. saison. Il vaut le double facile. On a parlé d'Austin Reeves qu'on garderait. On a aussi parlé des contrats finissants comme Maxi Kleber, Gabe Vincent et Rui Vivement. Hachimura. Ouais, vivement que ça se finisse, d'ailleurs. Il en reste un. Qu'est-ce qu'on fait de Papy? Ah, c'est un peu traître de nous poser cette question le 6 janvier, alors que bah, Father Time. ouais, il peut encore se passer beaucoup de choses cette saison. C'est À c'est sa un décharge, il a eu un début de saison tronqué, avec l'absence de pré-saison parce qu'il était blessé. On a vu que les 10 premiers matchs étaient catastrophiques. J'avais vraiment peur. On discutait sur le compte. Je disais, ben, finalement, il y a pas d'image plus proche d'un LeBron qui part à la retraite que ça, où on le voyait refuser d'attaquer le panier.
C'est Ouais. toujours un peu vrai, hein. C'est-à-dire que dans les stats, il est bien moins efficace au cercle, il va moins vers le cercle que ce qu'il pouvait faire, ne serait-ce que l'année dernière à 40 piges. Mais il y a un peu de mieux en termes d'individualité, enfin en termes d'efficacité et de stats individuelles, il y a du mieux du côté de LeBron. Est-ce qu'on peut espérer qu'il va retrouver un peu de sa superbe? Ou pour vous, on peut se dire que c'est peut-être la dernière danse de LeBron aux Lakers? Moi, je serais curieux de savoir s'il a envie de revenir, s'il aurait envie de continuer avec nous, sachant que C'est une autre question, ça aussi. Ouais. sachant qu'on l'a pas beaucoup retoqué l'été dernier pour lui proposer une prolongation. Donc, je sais pas. Avant de parler de notre volonté à nous, faudrait d'abord faudrait d'abord sonder sa volonté à lui, je pense. LeBron, si tu nous écoutes. Voilà, LeBron, si tu nous écoutes. Non, mais par contre, moi, blague à part, pense que je pense que on arrive petit à petit au bout de l'aventure, quoi. Enfin, on arrive au bout de l'aventure. Donc, ouais. Si vous voulez mon avis, enfin, en tout cas, le mien, c'est celui-ci. Paul? Moi, personnellement, je pense qu'il... Alors, déjà, pour répondre à la question, est-ce qu'il peut retrouver un peu de sa superbe? Oui. Est-ce qu'il va retrouver juste le niveau de l'année dernière qui était quand même excellent? Non, je pense que c'est fini, je ne pense pas, je pense que c'est mort. Ensuite, pour moi, c'est... En fait, ça dépend... En fait, comme tu as dit, je pense que ça dépend que de lui parce que je pense que c'est la dernière avec les Lakers parce que je pense qu'il veut son farewell tour à la Kobe, tu sais. Mm. Et il le mérite, il n'y a pas de souci avec ça et tout. Je suis pas sûr que nous, on a vraiment envie de ça pour l'équipe autour de Luka et pour la Mais est-ce que préparer tu lui justement. proposes pas en termes de. Enfin, je veux dire, les Lakers sont quand même reconnus et c'est pour ça que LeBron avait signé aussi ici. Au-delà de la fame, de sa volonté de se rapprocher d'Hollywood et compagnie, c'était les Lakers respectent leur star quoi qu'il arrive. Hum, Il y a d'autres franchises qui ont tradé ou qui ont laissé filer Chris Paul. leur star. Ouais, tu vois, ou à un degré moindre, Klay Thompson qui est parti à Dallas pour ses dernières saisons. Quand on remonte dans le temps, tu vois, Patrick Ewing et compagnie qui ont été dégagés et les Lakers ont toujours entretenu leur star, quitte à surpayer et à punter un peu une saison. Mais non, c'est vrai, il y a une autre problématique, c'est que si tu puntes une saison supplémentaire, Luka Doncic il va commencer à tirer la tronche. Et Mais puis, ouais, on pourrait aussi faire l'argument que déjà l'année dernière, même s'il était bon, il ne jouait pas il ne jouait pas à la hauteur du salaire et de la place dans le cap space Bien qu'il sûr. prenait déjà à ce moment-là. Donc on peut aussi considérer que la dernière prolongation que lui ont donné les Lakers était déjà justement une prolongation ouvrez les guillemets, les Lakers prennent soin de leur star, à mon sens, tu vois. ouais, et en termes Exactement. d'ego, je viens d'y réfléchir, mais tu te dis que pour qu'il reste, il faudrait un contrat équivalent, voire moindre. Et en fait, un contrat équivalent, voire moindre, tu vas commencer à regarder le salaire d'Austin Reeves de très près. Est-ce qu'en termes d'ego, tu peux te dire, ben, je gagne 5 millions de plus qu'Austin Reeves? Ouais, Ouais, ouais. t'es le meilleur joueur de l'histoire de sport. Bon, Mm. Ça la fout Mais est-ce mal. que... Mais en fait, ça dépend ce qu'il veut. Je pense que tu as raison, Nathan, ça dépend ce qu'il veut. Parce que moi, que ce soit, il y a deux scénarios. Soit c'est fini et il va faire sa dernière pige ailleurs. Ok. Mais en fait, moi, je le vois. Et je pense que c'est pas... Il faut pas qu'on le fasse. Et je pense qu'on ne va pas le faire. Il faut pas qu'il revienne avec un salaire plus fort que 30 millions quoi, l'année. Tu vois ce que je veux dire? jamais tu l'as. Ça Jamais tu n'arrivera l'as. Mais c'est ça, mais Juste avant, tu honnêtement, dis tu lui qu'Andrew donnes Wiggins va 40-45. toucher 30 millions. Ouais. Mais Oui, moi, ok. je lui donne pas. Tu vois, genre, et je ne veux pas qu'on lui donne. Je pense vraiment que c'est. En plus, je vais dire une bêtise, ça se trouve, tu sais pas, quelqu'un qui prend pas sa player option, tu peux pas faire un move parce que du coup, enfin, tu sais, ça te retarde sur ce que disait Nas sur les 3-4 périodes que l'on a pour renforcer cet effectif. Ouais. Et, et je pense vraiment que c'est la fin du. Je pense vraiment que c'est la fin du chemin. Et alors là, mais ça n'arrivera jamais comme tu dis. Un LeBron, tu sais, qui prend, mais genre, je n'ai connu, tu sais, la mid-level, etc., pour finir en senior, etc., essayer de jouer quelque chose avec Luka, tu sais, moi, ouais, si on se donnait tous la main et qu'on partait tous dans le même sens, de dire, on veut jouer quelque chose et aller loin, c'est un LeBron qui prend une pay cut de malade mental, qui prend genre de la mid-level, et qui fait tout pour, en fait, partir, que la dernière match qu'on ait de lui, c'est genre une putain de série de playoffs, ou je sais pas quoi, ou même allez, soyons fous, des finales, tu vois. Mm. Ouais, après, alors, cette année, ça s'est pas représenté parce qu'il a tout de suite dit qu'il allait prendre sa player option et qu'il négocierait pas, etc. à la baisse. L'année dernière, il avait laissé
le temps où il avait laissé croire qu'il accepterait une baisse de salaire s'il y avait du recrutement, et Pelinka, en tout cas, n'avait pas apporté de solution pertinente pour que LeBron baisse son salaire. C'était, on le rappelle, Jonas Valanciunas, hein, Ouais, Ou voilà, clé, ouais, ou clé. ouais. ou Ouais. clé. C'était parti, effectivement. A posteriori, bon. Ouais. Ça va. Il Bon, avait ça va. quand Bon, même pas eu bon. beaucoup d'aide, effectivement. Non. Mais après une aussi grosse pay cut, je suis pas sûr. Mid-level, ça va faire chaud. Est-ce que la solution, finalement, ça sera pas de signer Ochai Agbaji, qui tourne actuellement à 17% après que je l'ai saucé tout l'été par rapport à ses réussites? Est-ce que ce serait pas là la solution d'un poste 3 titulaire l'année prochaine aux côtés de Luka Doncic et d'Austin Reeves? C'est une question rhétorique, n'essayez pas d'y répondre. Je pense que c'est l'idée d'ajouter Ochai Agbaji à cet effectif. Voilà. Tu es le seul non-fan des Raptors qui connaît ce mec. Donc, J'ai toujours une lubie. tu Bismack fais. Biyombo, Gary Harris. Gary Harris, un jour, viendra aux Lakers. Ouais, mais il aura complètement cramé comme on a connu là. Et oh, respecte. Gary Harris, là, pour le moment, il est à 2 points par match. Il lui en reste encore sous la pédale. Non, Ouais, mais Messieurs, ton Kidam des Raptors, ouais, effectivement, il fait pas la saison de sa vie, quoi. non, il était sur une bonne. Enfin, tu vois, il négocie son contrat la saison dernière. Je pense qu'il prend 10-12 millions. Il prend un peu moins que la mid-level exception parce qu'il fait une saison de free and D. Là, 17% à 3 points, ça fait un peu juste pour aller gratter quelque chose en NBA. Ouais, et puis surtout, 15 minutes par match, 4 points, Ah ouais, bah, très, très peu souvent starter. Elle est pas terrible cette saison non, 2026-2027. on ira chercher autre chose. Au-delà de vos autres lubies, messieurs, cette saison, du coup, elle est totalement pentée ou on a encore un peu d'espoir que quelque chose se révèle dans cet effectif, que JJ Redick se mette à commander un peu plus de système, parce que les Lakers, c'était déjà le cas sous Darvin Ham, ils sont jamais aussi efficaces que quand il y a quelque chose de posé plutôt qu'une free flow offense, Ouais. où on se dit ben, rendez-vous en avril, on fait un petit tour, on fait 6 matchs et puis on va tous en vacances. Rendez-vous en avril. Rendez-vous en avril et 6 matchs plus tard, on va en vacances. Ouais. Non, bah, moi, j'avoue, je suis pas très très optimiste sur la suite de cette saison, parce qu'en fait, on n'est pas loin que défensivement. On a aussi reculé offensivement. Et ouais, moi, à titre personnel, ouais, je suis pas très très optimiste. Autant Paul, Paul, vous- sauve-moi ça, t'es le nouveau ici, il faut que t'apportes de l'énergie, sauve-moi, dis-moi qu'on Mais va passer un tour en playoff. oula. Ah, Parce que j'ai embrayé sur ce que disait Nas, parce que tu sais, j'allais dire, pour dire ce que Nas disait, déjà, ok, on est à chier défensivement, mais tu sais qu'offensivement, maintenant, on est que 7ème attaque. Hein, Ouais. alors que, enfin, ok, bon là, il y a des blessés, mais je suis pas 7ème attaque sur la saison. Donc, tu vois, JJ Redick, il a clairement sa part. Genre, quand tu vois Ah l'effectif oui. qu'on avait en début de saison, tu te dis, on doit être une top 3 attaque, maximum top 5, tu vois. Mm. Et donc, déjà, il y a ça qui va pas, et je suis. Honnêtement, là, tu sais, genre, je suis là, je vois les matchs, je vois tous les matchs, etc. Honnêtement, on sort au premier tour contre les Wolves, quoi. Ouais. Mais clairement, tu vois. Mais genre, et c'est Sachant que ça. Rudy Gobert est le meilleur joueur et le meilleur défenseur du monde cette saison, en plus. Et c'est ça. Ils sont meilleurs que l'année dernière pour moi. Hein. Mm. Ils sont meilleurs que l'année dernière et t'es pas à l'abri qu'ils aillent pécho un meneur à la trade deadline et qui donne encore meilleur. Hein. Ouais. Donc, un, non, un non, petit, et. un petit mot positif pour la fin, messieurs. C'est vrai que parce que la rotation DiVincenzo, Conley à la main, ça commence un petit peu à fatiguer. Ouais, clairement. Est-ce que vous avez un petit mot pour la fin? Je pense qu'on a fait le tour d'un peu tous les sujets. Ouais. Est-ce que vous avez un petit mot pour les followers, pour cette fin de saison? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Que Vas-y, Nas, je dire? te laisse commencer. Non, bah, on peut souhaiter que Giannis Antetokounmpo soit balancé dans les bras de Pelinka de la même manière que Luka l'a été, éventuellement. Ah, je suis peut-être un peu allé loin là. Non, mais blague à part, une belle année 2026 à tous déjà pour commencer, avec de l'intérêt pour les Lakers et pour la NBA d'une manière générale, et puis
ouais, on peut moi, j'espère arriver à avoir une relation saine entre LeBron et Luka. C'est pour moi l'un des rares motifs d'espoir que j'ai envie de voir parce que j'ai du mal à dessiner quelque chose cette saison sans que les deux s'y mettent ensemble pour arriver à faire quelque chose. Mais je pense que malgré tout, ça sera juste. Donc, ouais, d'un point de vue de basket, peu d'optimisme. Après, de point de vue de tout le reste, en ce qui me concerne, je vais plutôt bien. J'espère que tout le monde aussi. Et je vous souhaite la plus belle année 2026, comme je disais tout à l'heure. Paul, un mot pour la fin. Ouais, merci. C'est bien, en plus ça dure un peu longtemps, je peux réfléchir. Ce que je nous souhaite, c'est que Giannis soit transféré soit au Knicks, soit à Miami, ce qui fait que Wiggins ou Anunoby. Giannobi soit dispo, exactement, et que là on arrive avec notre petit premier tour de draft et qu'on fait regarde-moi ça, tu vois tout le contrat finissant, tiens, prends. Et que on construise là-dessus avec Luka et Austin. Et non, mais en fait, sinon, au-delà de ça, juste de retrouver, même si on sait qu'on n'était pas très fort, juste l'équipe de début de saison, là, tu sais. Où genre Luka et Austin, c'est bisous, câlin et tout, on kiffe, on voit du beau basket, etc. et tout. Juste retrouver du beau basket et prendre du plaisir, je pense que c'est déjà juste ça. Ouais. Juste reprendre du plaisir. En fait, juste reprendre du plaisir à revoir notre équipe. Et de sentir que l'équipe prend du plaisir à jouer. Ça aussi. Je trouve que c'est important. Et donc ça, pour les Lakers, c'est le basket. Et sinon, mon deuxième souhait, c'est que Pelinka se fasse virer. Voilà. Ouais. Qu'il a rejoint son petit ami Nico. Pas de souci. Parce que pourquoi on a un effectif de merde comme ça, c'est le trade de Luka qui est super et tout, on les a eu, etc. Mais genre, on traîne des casseroles depuis plusieurs saisons désormais. Et il n'y a pas de changement. Donc j'espère que le nouveau propriétaire va ramener ses hommes. Peut-être seront-ils pires ou quoi, mais quand on voit un peu ce qu'il a fait avec l'équipe de baseball de LA, il a l'air de savoir plutôt s'y prendre, donc je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut espérer. Et sinon, bah voilà, comme on disait dans le podcast, bonne année à tous, le meilleur pour vous, vos proches, etc., tout ce qui peut vous rendre heureux dans la vie. Et comme disait Nas, moi aussi, personnellement, ça va très bien. Ça fait maintenant un mois que j'ai réalisé mon rêve et que je suis allé voir les Lakers en vrai, en direct, avec ce buzzer de Rui. Donc voilà, que du positif pour vous en 2026 et je m'arrête là-dessus. Moi, je vais profiter de ça pour m'excuser auprès des 20 fous du bus qui attendaient ce podcast depuis le début de la saison, qui vont se taper 1h30 de podcast de déprime pour débuter cette année 2026. Je m'excuse. Je m'excuse. Mais bon, effectivement, les jours seront meilleurs avec Adu Thiro quand il reviendra. Mais On n'a même pas parlé de lui, putain. On n'a même pas parlé de lui. Non. Son heure viendra. Son heure viendra bientôt. On en reparlera en avril quand on sera éliminé. Allez, bonne soirée les gars. À bientôt. Bonne soirée. Salut. Allez.